Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bienvenue à nos ateliers cyclés santé. Alors, votre micro, il est coupé, il faut juste le désactiver en bas à gauche. Voilà. Bienvenue parmi nous. Super, voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer doucement. L'idée, c'est que ça arrive au fur et à mesure. Moi, ce que je vais faire, docteur, c'est que je vais me présenter moi. Je vais présenter Elia. En live, on est souvent en petit comité et l'idée, c'est qu'après, il y a 300 personnes à peu près qui nous regardent en replay. Donc, le début là sera coupé et on va commencer à avoir Ok. redis bonjour. Et donc, ça arrive doucement en live. Aujourd'hui, c'était une journée où on était en petit comité. Donc, celles de ce midi vont arriver normalement ce soir. Donc, dans tous les cas, le replay sera redisponible à la fois sur le Facebook et à la fois, nous, sur notre plateforme interne où il y a pas mal de diffusions qui sont faites tous les mois. Donc, pour la petite histoire, moi, je m'appelle Alexandra. Je travaille pour Elia Lingerie. Elia, c'est donc une marque de culottes menstruelles qui s'engage dans plusieurs projets autour de la santé des femmes. On s'engage à la fois sur l'endométriose, avec la création par Marion et par l'association Endomind d'une fondation de recherche sur l'endométriose. Donc, il y a 10% des bénéfices d'Elia qui sont reversés à cette fondation. Et puis, on s'engage sur d'autres sujets autour de la santé des femmes, dont ces ateliers cyclés santé, qu'on organise tous les mois en live et qu'on diffuse par la suite en replay. On les organise gratuitement. L'idée, c'est de parler de différents sujets autour de la santé des femmes, que ce soit les douleurs pelviennes, les troubles du cycle ou des sujets plus généraux pour prendre soin des femmes et pour prendre soin des personnels soignants aussi. Donc, c'est diffusé en replay, c'est gratuit. Et ce soir, on a la chance d'accueillir donc le docteur Delphine Lhuillery. Je vais redire Delphine Lhuillery. Donc, vous êtes médecin algologue. Vous êtes spécialisé dans la prise en charge de la douleur et vous êtes spécialisé dans la prise en charge de l'endométriose. De la douleur en endométriose, en douleur De la douleur gynéco. en endométriose. Donc, si je dis des choses qui ne vous conviennent pas, n'hésitez pas, il faut me couper. Vous êtes installé donc à Paris, dans l'espace médical Vauban et à la clinique Saint-Jean-de-Dieu dans le 7e arrondissement à Paris. Absolument. Vous êtes membre de l'équipe du centre de l'endométriose du centre hospitalier de Saint-Joseph. Oui. Et vous avez coécrit un livre qui s'intitule Tout sur l'endométriose, soulager la douleur, soigner la maladie, qui est paru en 2019 et qui est paru aux éditions Odile Jacob. Dans un premier temps, si j'ai oublié quelque chose, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à votre présentation? Du tout, du tout. Non, non, c'est parfait. C'est Super. très synthétisé, c'est parfait. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier d'algologue, donc qui est médecin de la douleur? Qu'est-ce que ça veut dire exactement et quelles sont vos missions? Alors, algologue, ça vient du mot algos, en grec, qui veut dire douleur. Donc, c'est ainsi, alors pas confondre avec allergologue ou alcoologue, qui n'a pas tout à fait la même orientation. Donc, ces médecins de la douleur, en général, nous voyons des douleurs chroniques. C'est-à-dire que ce sont des pathologies pour lesquelles nous avons en général trouvé un diagnostic, pour lequel ce diagnostic a eu un traitement, une prise en charge, et pour autant, la douleur perdure. Et c'est cet aspect-là de la douleur que nous prenons en charge en tant qu'algologue. C'est-à-dire que les traitements de l'origine de la douleur en règle générale a été mis en place dans l'endométriose ou la pilule, ou voilà, et donc pour autant des douleurs perdues. Et donc Donc, voilà. vous êtes spécialisé, vous, personnellement, dans l'endométriose, mais Oui, vous traitez tout à fait d'autres pathologies à absolument, partir du moment où il y a de la douleur chez les tout à femmes. fait. Voilà, tout à fait. Donc, par exemple, les migraines, les lombalgies, donc les maux de dos chroniques, sans qu'il y ait pour autant de hernie discale ou de causalité importante, les différentes névralgies qui existent, voilà, toutes ces pathologies-là. Mais moi, je vois pratiquement maintenant exclusivement des douleurs gynéco, volontairement. C'est votre souhait. Ah oui, oui, bien sûr. C'est 80%, à peu près 90%. Oui, je peux plus, j'ai plus du tout le temps de pouvoir étendre mon activité à d'autres douleurs. Ça m'arrive parfois d'avoir des douleurs articulaires, des choses comme ça, mais très peu, de moins en moins. Et par rapport à l'endométriose,
quel est votre rôle dans cet accompagnement des personnes qui souffrent d'endométriose? Eh bien, en règle générale, pour des patientes qui ont une pathologie comme l'endométriose, elles voient d'abord un gynécologue. C'est là d'ailleurs où on voit, entre parenthèses, notre apprentissage médical qui n'a pas toujours été suffisamment bon, puisqu'on nous a appris en gros la médecine par organe, laissant à penser que le gynécologue avait les solutions de la douleur en gynéco. Donc ce gynécologue, comme on lui a laissé pour seule possibilité de prendre en charge cette douleur la pilule, du moins l'hormonothérapie, et puis si ça ne marche pas sur les douleurs, souvent il adressait à un chirurgien. Entre l'hormonothérapie et la chirurgie, il y a des mécanismes de la douleur qui peuvent peut-être faire appel à des connaissances différentes, en particulier celles d'un algologue, pour donner d'autres types de solutions que uniquement la pilule, qui, soit dit en passant, n'a jamais été un antidouleur en soi, et la chirurgie qui peut elle-même occasionner des douleurs. Donc, il y a peut-être un entre-deux qu'on peut en tous les cas essayer pour essayer d'améliorer la situation de ces patientes algiques. Quand vous parlez d'hormonothérapie, c'est essentiellement la pilule? Oui, la pilule, le stérilet, ce genre de choses. Tout ce qui est à base en fait d'hormones. Alors, il faut savoir que les hormones ont un rôle, je vous ai dit, ce n'est pas un antalgique, on est d'accord. Pour autant, il y a une influence et les hormones ont une influence sur la conduction de l'information douloureuse et aussi sur l'intégration de cette information dans notre cerveau et donc d'en faire varier certains aspects. Et en particulier, c'est là où on voit la grande différence homme-femme, c'est sur cette différence hormonale. En gros, quand on prend une douleur, il y a une information électrique qui conduit l'information douloureuse jusqu'à notre cerveau. Et en parallèle, dans notre corps, nous avons des défenses qu'on appelle les systèmes inhibiteurs, qui essaient de ralentir ou en tous les cas de réduire cette information douloureuse sur ce système excitateur. Donc, on a un système excitateur qui conduit l'information et un système inhibiteur qui essaie de limiter les choses. La testostérone réduit le système excitateur. Les hormones féminines, œstrogène, progestérone, boostent les systèmes inhibiteurs. On devrait se dire qu'on est globalement à peu près à égalité. Il se trouve que la testostérone, elle est régulière, donc en permanence, elle joue son rôle de protecteur, que nos hormones féminines, œstrogène, progestérone, il faut qu'elles soient ensemble à très bon dosage, or elles font ça en permanence dans le cycle. D'où l'aspect de la pilule qui peut lisser ces aspects de décalage hormonal. C'est ce qui peut aussi expliquer que, car finalement le résumé de ça, c'est de se dire que trop ou pas assez d'œstrogène, trop ou pas assez de progestérone peut provoquer de la douleur. Ne nous protège pas, mais non seulement ne nous protège pas, mais peut engendrer, en tous les cas, booster un peu le système douleur. Or, ce qui explique que pendant, par exemple, l'ovulation, où on est au top en œstrogène et au top en progestérone, certaines femmes ont des douleurs. C'est ce qui explique un des aspects des douleurs pendant les règles, c'est qu'on est au minima de nos dosages œstrogène-progestérone. Donc on n'a plus de défense à ce moment-là, d'où la douleur. D'où plus de douleur, parce qu'il y a d'autres mécanismes à la douleur, mais en tous les cas, plus. Quand on a un taux idoine en œstrogène et en progestérone, on a en effet une certaine protection qui parfois peut être apportée par la pilule, pour peu que ce soit un taux idoine, et qui peut en effet annihiler des systèmes de douleur. Le dernier petite remarque à faire, c'est que chacune d'entre nous a un taux idoine que n'a pas la voisine. C'est pour ça que toutes les pilules ne fonctionnent pas chez tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est difficile de jauger la douleur d'une patiente, parce qu'elle est propre à chacune finalement. Alors, la douleur est propre à chacune. Il y a quand même des mécanismes qui sont communs dans l'endométriose ou dans les douleurs gynéco en général. On a cet aspect hormonal qui peut être là, protecteur, mais qui n'est pas suffisant parfois sur certains systèmes qui se sont mis en place. Et ces systèmes qui se sont mis en place ont des approches qui sont particulières. Est-ce que par rapport à la douleur, donc l'endométriose, est-ce que c'est déjà une maladie pour laquelle on peut atténuer cette douleur-là? J'espère. Donc, alors, le premier message qu'il faut retenir en règle générale, c'est que la douleur n'est pas dans la tête. Même si nous vivons chacun très différemment les douleurs. Parce que notre cerveau a des systèmes de contrôle qui peuvent être, par des expériences de vie, être mis à mal. Donc, notre cerveau, quand on a des expériences de vie difficiles, quand on est dans une période difficile, va être beaucoup moins performant pour contrôler une information qui lui arrive. Mais il ne l'invente pas, cette information. La douleur n'est pas dans la tête, elle vient bien du corps. Et pour résumer un peu le système, on a en fait un triptyque avec 3 éléments
qui vont s'entrelacer avec le temps et augmenter le ressenti douloureux. Le cerveau est mon troisième élément. C'est le point d'arrivée, ce n'est pas le point de départ. On va commencer par le Le premier. cerveau, c'est le point d'arrivée, c'est pas le point de départ. Absolument. OK. Donc, lui ne fait que moduler une information réelle qui lui arrive. Et cette information réelle, elle vient de mon élément 1 et 2. D'accord? L'élément 1, c'est en fait la plupart du temps névralgique. C'est des terminaisons nerveuses qui ont mal et qui sont abîmées par la maladie de l'endométriose qui, à bas bruit, est inflammatoire. Cette inflammation-là n'est pas directement responsable de la douleur. C'est la raison pour laquelle les anti-inflammatoires ne marchent pas bien, ni les morphines. Cette inflammation à bas bruit vient irriter et abîmer des terminaisons nerveuses. Et c'est elle qui en mal. Typiquement sous la forme de coups de poignard, coups de couteau, brûlures, étaux. D'accord? Le seul moment où vous avez une inflammation en pic pour lequel les anti-inflammatoires peuvent fonctionner, c'est le moment des règles. C'est le moment où on saigne. Et dans ces cas-là, c'est non seulement une inflammation, mais cette inflammation, elle vient réirriter encore plus mon nerf qui est déjà irrité à bas bruit par la maladie. C'est comme ça que ça peut être le lit d'une douleur qui va se chroniciser au cours du temps. Et est-ce que l'intensité va augmenter, vu que vous dites que ça irrite au fur et à mesure et que ça abîme? Bien sûr que l'intensité augmente et on a un phénomène qui, de proche en proche, va augmenter. Donc, sur un plan névralgique, et entre le nerf irrité plus l'inflammation pendant les règles et le cerveau, si vous voulez, qui va mouliner l'information, on a le corps. Quand un nerf est irrité ou qu'il y a une inflammation pendant les règles, les tissus autour de ce phénomène, concernés par la localisation de l'endométriose et de ce nerf irrité, vont s'arrêter de bouger. Les muscles, les tendons, les ligaments. Tout tissu élastique qui s'arrête de bouger se rétracte et devient douloureux. C'est comme ça que si l'endométriose, dans de grands cas, elle est située au niveau du ligament utérosacré, qui, soit dit en passant, va de l'utérus devant vers la colonne vertébrale derrière. Ce ligament, c'est le nerf qui passe dedans qui a mal en premier, quand c'est lui qui est touché par l'endométriose. Et le deuxième temps, c'est qu'il s'arrête de bouger naturellement. Et au cours du temps, il va se contracter de plus en plus. Et du coup, comme il est accroché à l'utérus, il va entraîner un arrêt de mobilité de l'utérus. Et c'est le début des douleurs au rapport sexuel, qui, avec le temps, peut engendrer un arrêt de mobilité du vagin qui est en dessous, parce qu'il n'est plus entraîné par son copain qui est au-dessus. Et arrêt de mobilité du vagin, c'est les douleurs à la pénétration. Plus de renouvellement de la flore vaginale, et on a des mycoses à répétition. Et avec le temps, devant l'utérus, vous avez la vessie qui peut finir par s'arrêter de bouger. S'il s'arrête de bouger naturellement, les urines ne bougent plus, elles sont stagnantes sur le sphincter, vous avez envie de faire pipi plein de fois dans la journée, en permanence, et progressivement, la vessie, qui se contracte de moins en moins et qui est de plus en plus petite, n'arrive plus à extraire les urines. Et on a ce qu'on appelle des fausses infections urinaires ou des douleurs urinaires. Et donc, le phénomène se prolonge jusque dans le dos, on peut avoir des maux de dos. Donc, on a un tas de symptômes qui augmentent, et ça, premier lieu, par un arrêt de mobilité de proche en proche, façon domino, au cours du temps. Et, je vais dire le drame, en tous les cas, ce qui amplifie aussi le système, c'est que ces tissus qui ne bougent plus vont venir coincer les nerfs. Donc, dans la vessie, si elle finit par plus bouger, qu'il y a un peu trop d'urine en fond urinaire, ces urines acides vont abîmer les terminaisons nerveuses à l'intérieur de la vessie. Et tout ça, il n'y a pas d'endométriose sur la vessie. On est bien d'accord? Il y a un point. La problématique, elle vient pas une allumette. C'est le domino qui fait que la douleur va arriver. Exactement, par arrêt de mobilité. Donc, il y a une allumette, c'est le nerf irrité, plus les inflammations. Et on a un arrêt de mobilité, façon domino, c'est les braises qui vont s'amplifier dans le temps. Et puis, les braises du cerveau qui peuvent amplifier le message douloureux. Ce qui fait que si on ne s'occupe que de l'allumette avec certains traitements et qu'on ne s'occupe pas des braises en relançant le corps et en renforçant l'esprit, c'est voué à l'échec. Si on ne va voir que l'ostéo pour bouger le corps, éventuellement le sophro pour l'esprit, tant qu'on laisse l'allumette, c'est voué à l'échec. Donc, c'est une coordination d'une prise en charge sur l'ensemble de ce triptyque de façon à améliorer la situation au fur et à mesure, les traitements n'étant pas du tout des traitements qu'on met à vie. C'est sur combien de temps alors ce type de traitement? Alors, les traitements pour les douleurs névralgiques, que ce soit dans l'endométriose, que ce soit dans la névralgie dentaire, dans les névralgies de sciatique, il y a deux catégories en gros. Il y a des antiépileptiques et certains antidépresseurs à visée antalgique qui ne sont pas du tout antidépresseurs. Ces traitements, les commencent à tout petit dosage. Le but, c'est qu'il y ait pas ou peu d'effets indésirables et qu'on ait des effets désirables. Et en fait, c'est les patients bien souvent qui vont chercher le bon dosage. Le but, c'est un maximum d'effets sans effets indésirables. Une fois qu'on a le bon dosage, on le garde 3 mois en moyenne, pendant lesquels on va s'occuper pas mal du corps, voire du cerveau.
et de renforcer des zones de contrôle. Ça s'apprend aussi. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Et une fois qu'on a passé ces 3 mois, on commence à diminuer le traitement. Comme je n'ai rien pour observer les nerfs, parce qu'on n'a pas d'instrument assez performant, et c'est bien pour ça qu'en radiologie, l'invisible n'est pas forcément inexistant. Donc, nous nous basons sur la description de la patiente, son amélioration, et on descend jusqu'à arrêt. Il n'y a pas de dépendance du tout avec ces traitements. Super. Il est difficile de juger la douleur quand on est patiente. À partir de quand il faut se dire qu'il faut consulter une algologue? Sans doute à partir du moment où la douleur commence à gêner dans son quotidien. À savoir qu'on ne pense plus qu'à ça, qu'on est limité par ça et que ça envahit complètement le cerveau. Là, il y a peut-être quelque chose à faire, à prendre en charge. Donc voilà, quand la douleur commence à créer des handicaps un peu au quotidien. Difficulté à aller travailler, difficulté à travailler, être en arrêt de travail, quand les examens sont faits, bien évidemment. Moi, je ne vois pas des patientes qui arrivent avec une douleur aiguë pour lequel il faut faire des examens complémentaires. Ça, ce n'est pas mon boulot. Moi, les examens, ils sont faits. On a mis un traitement par rapport à une pathologie initiale. Et derrière, la douleur peut perdurer. Ça n'est plus de l'organicité pure, c'est de la dysfonction. Ça ne bouge pas bien. Des terminaisons nerveuses sont abîmées. Donc, c'est dans ce cadre-là que je prends en charge. Il y a des cas où ça ne fonctionne pas et dans ce Bien cas-là, sûr. on doit avoir une opération? Absolument, la chirurgie fait partie de mon arsenal. Après avoir essayé de mettre en place une stratégie qui est très, vous l'aurez compris, individualisée, c'est-à-dire que ça correspond à chacune et on met en place les choses de façon le plus adaptée possible à chacune. Certaines trouveront l'ostéopathie sans intérêt, alors que d'autres le trouveront avec intérêt. J'ai pas mal d'outils dans ma besace. Le but, c'est d'essayer d'organiser. La chirurgie fait partie de ces outils, mais certainement pas de première intention, puisqu'elle va engendrer certaines douleurs, notamment neuropathiques, quand on ouvre, on coupe des petits nerfs, et que sur un terrain qui est fragilisé, c'est toujours plus compliqué et il y a toujours plus de douleurs. Donc là, on a parlé effectivement de la gestion de la douleur et de la possibilité de réduire cette douleur-là, autre que la chirurgie. Est-ce qu'on a une possibilité aussi, grâce à des traitements, de ralentir l'évolution de l'endométriose chez une patiente? Alors, ça, c'est le domaine du gynécologue. D'accord. L'endométriose, elle se construit parce que nous avons des règles. Et que, en fait, au moment des règles, l'utérus, qui s'est préparé à accueillir éventuellement un bébé, la muqueuse de l'utérus, s'il n'y a pas de bébé, va se décoller. Ce sont les règles. Et s'éliminer, ce sont les règles. Il se trouve que dans le cadre de l'endométriose, il y a plein de contractilités difficiles et que ce papier peint ne s'élimine pas complètement et reflue par les trompes et va se déposer à différents endroits. Donc, plus ça saigne, plus on peut faire évoluer la maladie. C'est pour ça qu'un des traitements intéressants, c'est évidemment pour réduire l'évolution de la maladie, c'est de couper les règles. Donc, c'est la pilule en continu, c'est la pilule sans règles. C'est éventuellement le stérilet hormonal, c'est certainement pas le stérilet au cuivre. Le stérilet au cuivre fait saigner, fait évoluer la maladie. La pilule, comme on l'a pu la prendre pendant des années en gardant les comprimés placebo pour avoir des règles, n'a pas de sens. Prendre une pilule avec des règles, ça n'a pas de sens. Autant avoir ses cycles. Une pilule, elle est là pour couper les règles. Il n'y a pas de dangerosité. On a même démontré qu'une pilule prise en continu sans règles réduisait les cancers de l'utérus, du col de l'utérus et des ovaires. C'est un truc qu'on ne dit pas assez, ça. Non, c'est vrai. J'avais déjà entendu, mais c'est très peu dit. C'est quelque chose. On a une diminution considérable depuis les années 90 d'une génération de femmes qui a pris la pilule en continu. Pourquoi il y a des règles sous pilule? Je crois, sans vouloir être outre mesure féministe, que c'était par rapport au modèle patriarcal que des femmes devaient saigner. On va pas parler de toute l'histoire du patriarcat, qui a été très centrée sur cette histoire de règles. Et en fait, je pense que c'était une façon de faire perdurer les choses, dans un modèle, si vous voulez, mais pas dans une utilité. Et tout à l'heure, donc, on a parlé de traitements qui pouvaient être hormonaux ou non hormonaux. Quelles sont les solutions que vous apportez d'un point de vue global pour que les patientes puissent être accompagnées, mais sans utiliser d'hormones? Alors, les hormones, d'un côté, je vous l'ai dit, ce n'est pas des antalgiques. Donc moi, ce n'est pas mon problème qu'elles ne prennent pas d'hormones tellement. Mon problème, c'est qu'en ne prenant pas d'hormones, il y a des règles.
et que les règles relancent systématiquement l'inflammation, c'est le seul moment où il y a de l'inflammation, et ça vient irriter systématiquement mes terminaisons nerveuses qu'on essaie peut-être de traiter. Et ça peut les accentuer et accélérer la maladie. Absolument. Donc, je suis assez favorable à ce que les règles soient coupées. Maintenant, quand les hormones, la pilule n'est pas du tout tolérée et qu'il y a besoin d'un temps, bien sûr, ça ne m'empêche pas d'essayer de traiter les terminaisons nerveuses. Après, il n'y a pas de solution idéale, il y a la moins mauvaise. Donc, à partir de ce moment-là, traiter une douleur, ça dépend à quel moment elle arrive. Est-ce que c'est que pendant les règles? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est que pendant les rapports sexuels? En gros, c'est un peu ça, le schéma des 3 grandes douleurs qu'on rencontre en endométriose. Si c'est uniquement au moment des règles, je ne mettrai pas de traitement sur les terminaisons nerveuses qui, visiblement, d'une règle à l'autre, arrivent à se dépatouiller. Par contre, je proposerai un anti-inflammatoire. Ça, c'est la première chose. Et j'irai renforcer corps et esprit. Corps, c'est de déverrouiller le bassin de façon à ce qu'il soit plus souple et renforcer musculairement par un peu de sport, notamment des petits exercices au quotidien, voire de la rééducation de renforcement musculaire. Plus le corps sera souple et renforcé musculairement, mieux il amortira une inflammation douloureuse. C'est un point qui est essentiel. Et pour limiter tous les symptômes qu'on a pu voir tout à l'heure, qu'ils soient digestifs, qu'ils soient urinaires, je vous ai dit, c'est parce que ça s'arrête de bouger. On se rend compte à ce moment-là que l'ostéo est fondamental pour déverrouiller l'ensemble de tous ces tissus qui ne fonctionnent plus, pour réduire ces symptômes. Et pour maintenir ce que l'ostéo déverrouille, il est indispensable de faire au quotidien 5-10 minutes de gymnastique. Donc, c'est incontournable. La femme qui ne veut pas faire de sport parce qu'elle n'aime pas ça, ce que je peux tout à fait entendre, il va falloir quand même qu'à un moment, elle se rende compte qu'il y a une forme de responsabilité à tous les jours faire 10 minutes de gym. C'est la régularité qui va faire aussi que ça peut l'aider. Absolument, et ce n'est pas uniquement parce qu'elles marchent dans le cadre de leur travail. Hein. Ça ne marche pas, ça, ce n'est pas du sport, ça, c'est de la marche contrainte. Pas pareil. Non, c'est de la marche à pied, de la piscine, ce qui est le mieux. Vous avez du qigong, du tai chi, du yoga, bien sûr. Il y a des gymnastiques sur Internet. Il y a un site qui est très bien qui s'appelle Blogilat, hein, qui montre des exercices de pilates, qui est un des sports, je pense, les plus adaptés dans le cadre de l'endométriose. Et c'est d'en faire 10 minutes sans se faire mal. C'est-à-dire qu'on peut être dans la progression petit à petit. Mais 10 minutes, ça suffira. Le tout, c'est de continuer à faire bouger cette zone et à la renforcer musculairement. Donc ça, c'est essentiel. À part l'ostéo, il y a d'autres techniques. Il y a la mésothérapie, qui est à base de petites piqûres, qui fait bouger les tissus. Vous avez d'autres approches que vous pouvez tout à fait employer pour déverrouiller, et la rééducation et le maintien d'une certaine activité physique pour renforcer. Et puis, je m'attarderai aussi sur le renforcement du cerveau. Parce que le cerveau, c'est vachement important. Alors, on va parler 2 secondes du cerveau. Le cerveau, ce n'est pas une masse informe. Et c'est vrai que dans les années 70, à un moment, on s'était dit, bah, tiens, si on supprime les fibres nerveuses excitatrices qui conduisent l'information douloureuse, voire le cerveau, no brain, no pain, avait-on dit, il n'y aura plus de douleur. Bon, on s'est rendu compte qu'en coupant les fibres nerveuses, on leur faisait mal à ces fibres nerveuses et qu'elles-mêmes étaient devenues douloureuses, et que supprimer le cerveau n'était pas une solution en soi. D'autant que, si je puis me permettre, même les cons ont des douleurs. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas en supprimant le cerveau qu'on arrivera à supprimer la douleur. Le cerveau, vu de profil, je vais essayer de vous faire un cerveau vu de profil. Hein, on va dire que c'est un cerveau, ça, avec le tronc cérébral. Les yeux sont par là, d'accord? Donc ça, c'est l'arrière du cerveau et ça, c'est l'avant, d'accord? Okay. Je le mets un peu comme ça. Donc ça, c'est l'avant. Ici, vous avez le lobe frontal. Ici, vous avez le lobe occipital. Et ici, vous avez la réception de la douleur. Alors, des deux côtés, hein, bien évidemment. Hein. On a un lobe droit, on a un lobe gauche. Bon, très bien. Et puis, si j'ouvre ma boîte, bon, il n'y a rien dedans en l'occurrence, mais on va dire qu'il y a mes lunettes. Si j'ouvre la boîte, c'est-à-dire si j'ouvre ma calotte de mon cerveau, à l'intérieur, il y a un autre lobe qu'on appelle le lobe limbique. Donc, il est au très profond du cerveau. Le lobe limbique, il gère toutes les émotions négatives. Peur, anxiété, dépression, stress, appréhension, toutes ces émotions aversives, tristesse. Et ce lobe qui est à l'intérieur, quand il s'active pour ce type d'émotion, il va venir activer le lobe de la douleur. Ça se voit par IRM fonctionnel. Le lobe de la douleur, il réceptionne les informations douloureuses, mais il peut être modifié dans son activité électrique par différentes zones de ce cerveau, dont le lobe limbique, qui peut activer cette zone,
Le lobe frontal qui est devant là, qui lui, au contraire, inhibe cette zone. Et lui, quand est-ce qu'il est activé? Quand on a une activité de concentration, de mémorisation, de souvenir. Typiquement, quand on regarde un film qui est plutôt intéressant, ce lobe va s'activer, va venir inhiber le lobe de la douleur. C'est pas psy. C'est qu'on a des capacités de gérer la douleur par le détournement de l'attention. C'est là qu'agit la méditation. Et puis le lobe frontal, de la même manière, il gère en gros nos informations visuelles, auditives, même olfactives. Et quand il est activé avec certaines odeurs, figurez-vous, ça a été démontré chez le rat, ou par des images positives, par des sons agréables, il vient inhiber le lobe de la douleur. C'est la musicothérapie, c'est l'hypnose. L'hypnose agit sur ce lobe-là. Si tous les jours, vous entraînez votre lobe frontal ou votre lobe par la méditation ici, par l'hypnose ici, vous allez recréer des voies de contrôle de la douleur qui vont en permanence gérer beaucoup mieux cette zone qui réceptionne l'information à la douleur. Si vous faites de la psychothérapie parce que vos émotions sont mises à mal ou de la sophrologie, c'est le lobe à l'intérieur de mon cerveau que vous réduisez en activité qui, du coup, ne vient plus accélérer celui de la douleur. Donc, renforcer son cerveau, remuscler son cerveau, ça existe, ça peut se faire. Il y a des fois, on peut faire réfléchir son corps, ne pas se faire mal, et remuscler son cerveau. Donc, et pour remuscler son cerveau, il y a des personnes qui vont préférer se concentrer plutôt que la musique. Pas complètement. Alors ça, c'est vraiment pour chacun. J'explique ça dans les consultations. Et là, on regarde ensemble un petit peu qu'est-ce qui parle le plus au patient, qu'est-ce qu'il a essayé, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi il n'a pas réussi, de façon à centraliser, essayer de trouver une des techniques qui pourrait être le plus adaptée. Et vous disiez tout à l'heure que le sport, c'était indispensable quand on souffrait d'endométriose d'en faire au moins 5 à 10 minutes par jour. Pour ces exercices-là, par rapport à votre expérience, c'est pareil, il faut en faire 5-10 minutes par jour. C'est-à-dire que le thérapeute peut laisser des enregistrements, peut donner des exercices que l'on doit faire 5-10 minutes par jour pour renforcer le cerveau, en effet, de façon à recréer ces voies qui sont authentiquement une recréation de voies de contrôle de la douleur. C'est pas, on le voit par IRM fonctionnel. Il y a des études qui sont magnifiques qui ont été faites et qui montrent des modifications de réaction du cerveau à une douleur intentée plus quelque chose après l'apprentissage de la méditation, par exemple. Donc, c'est les nouvelles techniques, bien évidemment, d'IRM fonctionnel et de toutes des neurosciences qui sont totalement en train de se développer. Il existe réellement une base anatomique à ce que je vous raconte. Donc, dans le cadre, par exemple, des douleurs qui sont juste à un instant, ça n'empêche pas de renforcer cerveau et corps de façon à éviter aussi que ces douleurs pendant les règles ne puissent réenvenimer aussi les petites terminaisons nerveuses et on peut tout à fait s'en sortir. Quand c'est des douleurs pendant les rapports sexuels, on rentre dans le même type de domaine, excepté que je commence à essayer de traiter les nerfs parce que là, il y a un nerf en permanence qui titille dès qu'on a un rapport sexuel. Et puis, c'est ostéo, kiné, voire l'appréhension du rapport sexuel, parce que quand il y a un rapport sexuel et qu'il a été douloureux longtemps, le cerveau qui essaie de nous défendre, automatiquement s'en souvient et automatiquement met en route une information excessive. Donc, il faut lui apprendre que ça fait pas mal normalement ce truc-là. Voilà. Et donc, toute l'appréhension peut être gérée par des séances de sophrologie, mais c'est de réapprendre au cerveau. La sexologue peut aussi gérer certaines choses de cet ordre-là, et c'est donc de réapprendre à ce cerveau à penser différemment. La parole du thérapeute peut déjà modifier sa façon de voir les choses, et puis après, d'être réentraîné par certaines techniques du stress. Et quand c'est des douleurs au quotidien, bien sûr, nous mettons en place ce traitement des petits nerfs, et bien sûr, dans un second temps, le corps puis l'esprit. Est-ce que c'est le même accompagnement que vous proposez à des patientes qui souhaitent se lancer dans un projet bébé? Absolument. Alors, qui dit projet bébé dit qu'il va falloir arrêter la pilule. C'est plus compliqué sinon. Et donc, le problème souvent, c'est la peur d'avoir à nouveau ces douleurs de règles. Là, je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle les dysménorrhées. Je ne me suis peut-être pas mal exprimée. Les dyspareunies, pardon, ce sont les douleurs au rapport sexuel. Donc, dans le cas des douleurs de règles, je prévois l'anti-inflammatoire pour couper l'inflammation. Je ne mets pas forcément un traitement pour les douleurs neurologiques parce que la pilule avait peut-être calmé les douleurs. Je ne sais pas quel est le statut initial de douleur. S'il y a un statut qui est initialement douloureux et qu'elles ont des traitements contre la douleur que j'ai pu leur prescrire, ce n'est pas contre-indiqué du tout dans un projet bébé.
Et on peut même être enceinte avec ces traitements-là. Donc ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Donc le fait d'arrêter la pilule va surtout nous relancer dans cette inflammation liée à ces règles. Donc anti-inflammatoire, juste le temps des règles. Et en effet, relancer le corps pour que ce soit le plus souple possible avec ces petits exercices pour que le bébé soit… On est plus facilement enceinte avec un utérus qui fonctionne, hein, je veux dire qui bouge. Donc on remet en place complètement ce genre de stratégie. Et puis après, on a d'autres axes. Là, je vous fais un résumé parce qu'on n'a pas un temps infini. Mais pour chaque patiente, j'adapte un certain nombre de petits outils pour en effet leur permettre d'avoir nettement moins mal. Et j'irai globalement, j'ai le sentiment d'avoir un certain nombre de bons résultats. Je n'ai pas de baguette magique, il n'y a pas de 100%, mais on essaie de tendre vers 100%. Oui, puis dans votre description, il y a vraiment un accompagnement qui est global sur ces 3 axes. Global et personnalisé. Ça, c'est évidemment indispensable, avec vraiment la reprise d'autonomie des patientes, essayer de leur faire se rendre compte qu'elles ont un rôle à jouer, que personne ne pourra le faire pour elles. Le fait de faire des exercices au quotidien, personne ne peut le faire. Le fait à un moment de se rendre compte en se disant « oui, mon cerveau est en train, si ce n'est de me jouer des tours, en tous les cas d'amplifier le système, c'est peut-être le moment de prendre en charge quelque chose. Est-ce que c'est de la sophro? Est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que c'est l'approche de la psychothérapie? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on a ces approches qu'on est complètement folle. Ça n'a rien à voir. On est dans une dynamique de renforcer des contrôles que l'on a, qui ont été laminés avec le temps et pas que à cause de la maladie. Parce qu'avant la maladie, nous avons une vie, et ce, depuis notre conception dans le ventre de notre mère, et que les influences de la construction de notre cerveau et de notre corps dépendent de tout un tas d'éléments qui ont pu s'entrelacer au cours du temps. Une douleur, c'est souvent un terreau favorable. On va dire, par exemple, quand on est petite fille, on a eu plein d'infections urinaires. Ça peut être un terreau favorable, les infections urinaires ont déjà un tout petit peu abîmé le corps. Puis on s'en remet, mais bon, on met une petite graine, on a l'endométriose, on met un petit peu d'eau, on a des règles très intenses, et puis on met un coup de soleil, c'est une période de vie qui est difficile, ben la douleur, elle pousse. Donc, c'est une pluralité d'éléments qui, tout d'un coup, font exploser les choses. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, la chirurgie, c'était quelque chose que vous proposiez à certaines patientes, mais c'était la dernière chose finalement que vous proposiez. En termes de proportion par rapport aux patientes que vous suivez? Très faible. Très faible. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi avec toutes les patientes. Il y en a qui ne reviennent pas, il y en a dont je n'ai pas de nouvelles, il y en a que je revois un an après. Ils m'ont dit c'était génial, je suis parvenue, mais là c'est la cata à nouveau, ce qui est toujours beaucoup plus dur. Je ne pousse pas les patientes à venir me voir 36 000 fois. La deuxième consultation, pourtant j'essaie de l'expliquer, est très importante pour savoir comment on arrête le traitement. Et si ça ne va pas du tout, éventuellement qu'on puisse revoir les choses. Bon. Donc la chirurgie, c'est souvent chez des patientes que je vois à plusieurs reprises et pour lesquelles on a essayé plein de choses. On a essayé d'explorer. Elles ont mis des choses en place. Et puis, on est un peu au bout, et donc un avis chirurgical. Ce n'est pas qu'on est au bout et que la chirurgie, c'est le bout du bout. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a peut-être une solution chirurgicale que moi-même, derrière, je vais essayer de protéger, parce que la chirurgie peut abîmer les nerfs, mais une solution chirurgicale qui va nous permettre de relancer corps et esprit, parce qu'on en est toujours là. La chirurgie, elle n'ira pas jouer là-dessus. Elle jouera éventuellement sur soulager certains éléments de la maladie. Mais si la maladie est plus longtemps, là, le corps et l'esprit, il va falloir vraiment de toute façon le prendre en charge. Vous m'aviez parlé de la place de la femme par rapport à la douleur quand on avait échangé préalablement. Est-ce qu'en tant que femme, on est plus sujette à la douleur ou on est moins sujette à la douleur que peut l'être un homme? Donc, quand on interroge un public présentiel, c'est toujours très drôle parce que les femmes disent toutes on est moins douloureux, enfin on est moins chochotte que les hommes et les hommes disent les femmes sont plus douloureuses que nous. Enfin, bon, ils n'osent pas trop parler en général parce que c'est souvent quand même des populations plus féminines. Alors, j'ai commencé tout à l'heure comme ça en vous disant physiologiquement, nous sommes plus préposés à la douleur que les hommes à cause de nos hormones qui sont moins performantes. Ça, c'est le premier élément. Donc, oui, ils sont changeantes en fait finalement. Pardon? C'est une question de performance ou c'est une question de cyclicité? Non, pas que de cyclicité. C'est une question de… Quand on provoque une information douloureuse entre homme et femme, la femme aura un déclenchement de l'information douloureuse à une intensité de cette stimulation plus basse que l'homme. Donc, on ressent une douleur d'intensité plus basse que l'homme et on a des systèmes moins performants pour la prendre en charge dans notre cerveau.
C'est hormonal. C'est à cause de nos hormones qui ne sont pas performantes. C'est comme ça physiologiquement. Nous sommes plus sujettes à la douleur que les hommes. Nous ne sommes pas plus chochottes, puisque ça, c'est un terme très négatif, mais nous sommes plus préposés, en effet, à avoir une sensibilisation à la douleur. C'est comme ça. Est-ce que c'est lié à l'accouchement, du fait qu'on doit ressentir les Non, c'est contractions? lié aux hormones. Nos hormones ne sont pas performantes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons des événements de vie qui se surajoutent. Les règles menstruelles, qui, plus on a de douleur, on le sait aujourd'hui, plus ça sensibilise à la douleur, c'est comme ça, par des systèmes anatomiques. Et l'accouchement qui, s'il est très douloureux, et après ça dépend comment il a été vécu, puisque là on en revient aussi à nos équilibres corps-esprit, peuvent entraîner aussi une augmentation du système de sensibilisation à la douleur. Donc en gros, on a un corps et un cerveau qui essaient de s'équilibrer. Vous avez un grain de sel, alors, et globalement qui s'équilibre avec plus de fragilité que chez l'homme, à cause de nos hormones. Mais si sur cet équilibre, vous rajoutez des événements de vie, des règles régulières, des accouchements douloureux ou mal vécus, on bascule plus rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas résistante. On a un système initial qui, lui, est plus sensible. C'est physiologique, c'est comme ça. Là-dessus, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Super intéressant. Et historiquement, on a l'impression qu'aujourd'hui, les femmes sont plus sensibles qu'avant? Oh, je crois pas. Enfin, j'en sais rien. Alors ça, là-dessus, il n'y a pas d'études, si vous voulez. Oh, on ne vit pas assez longtemps pour savoir ça. Par rapport aux perturbateurs endocriniens, etc., pour l'instant, il n'y a pas d'études à ce Alors, sujet. là-dessus, non. Et puis, je crois qu'il nous manquera peut-être des études parce que la finesse de savoir si les douleurs étaient mieux ou moins bien tolérées, on a en fait que des témoignages de ressentis douloureux. C'est la littérature du 19e, c'est certaines femmes dont on a retrouvé des écrits qui peuvent décrire des choses, ou des hommes. Je veux dire, c'est compliqué. On a plus d'armes aujourd'hui pour prendre en charge la douleur. Ça, c'est sûr. C'est sûr que au Moyen Âge, à part la religion qui a d'ailleurs pu s'imposer aussi à ce sujet, il n'y avait pas d'armes, et s'il y en avait, on était tellement dans le côté rédempteur que de toute façon on ne les proposait pas, parce que la morphine existait déjà, elle existe depuis 6000 ans, donc la morphine existait déjà, si vous voulez. Mais il y a plusieurs éléments. Douleur et femme, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'idée qu'on a encore aujourd'hui est sans doute d'une femme hystérique quand elle se plaint. C'est aussi pour ça qu'elle est moins bien prise en charge. Ça a été démontré. Qu'aux urgences, quand une femme arrive aux urgences, qu'elle est douloureuse et qu'un homme décrit une même douleur aux urgences, l'homme va avoir un antidouleur de type morphinique, la femme va avoir un anxiolytique. D'accord? L'anxiolytique, c'est pour traiter toutes les anxiétés. Donc, c'est fou, ça. Donc, ça a été bien démontré hein, sur des études qui ont été faites assez récemment. Donc, il reste une idée du rapport de la femme à la douleur. Ça, c'est vrai. Et que cette idée, en effet, elle tourne beaucoup autour du patriarcat, que les religions n'ont pas du tout aidé. Pas du tout, du tout, du tout. Tu enfanteras dans la douleur, patati patalaire. Que les règles autour de tout ça ont été un moyen, notamment au cours du Moyen Âge, je dirais depuis, alors bon, c'est très, là, vous allez me lancer dans un sujet, on en a pour une heure. Les règles ont été en quelque sorte, pour l'homme, une façon aussi de pouvoir réglementer le pouvoir de la femme. Ça a été un peu démontré. On n'est pas sûr de tout ce que je suis en train de vous raconter. Parce que l'homme du paléolithique était vraisemblablement relativement socialement à égalité avec les femmes. Tout a basculé au néolithique, et je dirais un petit peu après le néolithique et dans la révolution dite agricole, où la sédentarité a imposé à l'homme, donc la femme enfantait, mais le fait qu'elle enfante était quelque chose de plutôt drôlement valorisant, et lui essayait d'être, j'allais dire, aux petits soins. Ça, c'est toute l'époque du nomadisme jusqu'à la sédentarité de notre humanité. Et en fait, on était sûr de qui était la mère, mais pas sûr de qui était le père. Et donc, il y avait cette espèce de lien de génération à génération, de qu'est-ce que je laisserai. Ça a toujours été sans doute quelque chose qui a animé dans le sens de la vie notre humanité depuis très très longtemps. Et donc la femme, ben voilà, donc elle avait un grand pouvoir. Et l'homme n'avait pas ce pouvoir-là. Et à partir de la sédentarité, en fait, il s'est créé le pouvoir de la terre. C'était lui qui était le propriétaire de la terre. Il se l'est un peu imposé. Et donc, la lignée, ben, c'est lui qui allait la créer au travers de l'économie et de léguer
c'est terre. Et donc, à partir de là, il y a eu un déséquilibre complet. La femme continue à s'occuper des enfants, mais pas de la terre. Et comme l'économie a sans doute joué dans le fait que la terre avait plus de valeur financière que le rôle de la femme, et tout a basculé à partir de là. Sans compter que les femmes sont moins que les hommes, très, très certainement dans… alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là encore, c'est hormonal. Hein. C'est hormonal. Elles sont plus dans l'aide et la consensualité de l'aide, ce qui n'est pas tout à fait… ça a été démontré aussi à partir du taux de testostérone. Hein. Plus on a de taux de testostérone, plus il y a une forme d'individualisme qui fait qu'on n'a pas toujours besoin de l'autre, et donc le pouvoir est une forme légitime de se réaliser en quelque sorte. Alors que globalement, œstrogène, progestérone amène, là encore, à des modifications. Hein. Je veux dire, pour un même problème, nos hormones ne vont pas nous faire réfléchir de la même manière entre hommes et femmes. Donc, il y a énormément toutes ces différences qui ont fait que, en effet, le rapport de la douleur à la femme est très compliqué. Donc, je passe tous les siècles, mais le côté hystérie féminine, oui, on se le trimballe, bien évidemment, et c'est lié, et ça commence à changer. Hein. MeToo, toute la valeur de la parole de la femme a commencé à être entendue. On le voit encore hein, récemment hein, par rapport à la dénonciation d'un professeur en gynécologie dans toutes les agressions, j'allais dire, mais au sens large du terme, hein, gynéco et tout ça, ça commence à être entendu, mais sinon c'était des chochottes et ça va bien. Donc, tout ça est en train de changer, mais et l'endométriose s'inscrit là, pas par hasard, parce que justement, notre société change très certainement dans cette vision d'une société. Et l'idée, c'est pas de se dire que hommes et femmes en est égaux, mais que notre représentation sociale doit être dans l'égalité. Et à partir de là, il y a encore tout un combat, hein, on est bien d'accord. Mais je crois qu'au centre, l'endométriose, elle a explosé parce que ça commençait à basculer. Et voilà, la réalité de la douleur féminine commence à avoir en tous les cas, une légitimité beaucoup plus importante, me semble-t-il. Et voilà. Effectivement, on en parle beaucoup plus de l'endométriose aujourd'hui. Il y a différentes définitions qui sortent, qui sont plus ou moins les mêmes, etc. Donc, il y a des spécialistes et des un peu moins spécialistes qui parlent beaucoup d'endo. Mais l'idée, c'est que ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, d'après vous, elle est encore mal prise en charge alors qu'effectivement, on en parle de plus en plus. Est-ce qu'il y a un manque de spécialistes aujourd'hui en France? Oui, alors d'abord, c'est les femmes qui en parlent de plus en plus. Tout à fait. Bon. Donc, pour traiter une endométriose, il vaut mieux être médecin que uniquement femme, puisque par définition, il y a une prise en charge qui est médicale à faire. Mais parce que nous avons encore toute cette arriérée de l'image. Alors, si vous voulez, une spécialité médicale comme la gynécologie, les femmes qui ont mal aux règles, c'est normal. Ça, c'est le trimballe. Ça, on se le traîne quand même depuis une génération. Et que si elles se plaignent, elles sont hystériques. Donc ça, si vous voulez, ce n'est pas encore complètement dans l'état d'esprit général. Ensuite, pour des médecins gynécologues, peut-être qu'ils se sont plus intéressés à des pathologies qui étaient, j'allais dire, plus dramatiques au sens vital du terme, le cancer, hein, bien sûr, et qu'à partir du moment où on a une pathologie qui n'est pas mortelle, ça intéresse peut-être moins un médecin. Nos études médicales, en tous les cas, nous dirigent aussi beaucoup vers la prise en charge de choses qui puissent être en lien avec la mort et tout ça. Et donc, peut-être que finalement, quelque chose de bénin est toujours moins, bon, on ne va pas se plaindre, c'est bénin. Donc, il y a peut-être cet état d'esprit-là aussi, dans peut-être le manque d'intérêt, et donc il y a un manque cruel de médecins qui puissent s'y intéresser et de connaissances. Mais ça, les connaissances, c'est en train de se mettre en place. Malgré tout, le temps que les générations de médecins passent et soient dans cette connaissance automatisée, on en a encore pour un petit bout de temps. Et après, de pouvoir, pour ceux qui sont intéressés parmi les médecins comme moi, c'est de pouvoir dire, mais c'est hyper intéressant. Donc, les médecins de la douleur, j'ai beaucoup de mal à recruter, pas forcément parce qu'ils ne sont peut-être pas intéressés, mais pour le coup, rejoindre douleur et gynéco, ce n'est pas évident puisque les spécialités médicales n'ont pas été habituées à rejoindre la spécialité de la douleur. On ne nous a pas appris la médecine comme ça, mais par organe. Et donc, petit à petit, bien évidemment, je travaille de plus en plus avec des gynécos qui sont maintenant totalement convaincus, et au contraire. Et donc, on va commencer à pouvoir travailler avec les gens de la douleur qui vont commencer à se dire que les douleurs en gynéco, c'est aussi quelque chose qui est important parce que jusqu'à présent, les études en douleur excluent la plupart du temps les douleurs de règles. Parce qu'on les imagine, j'imagine, naturelles. Donc, on prend dans les études de prévalence de savoir combien il y a de Français douloureux chroniques en France, et je vous répondrai par un tiers, hein, c'est 30% de notre population qui sont douloureux chroniques, mais on a exclu dans ces chiffres les règles. Toutes les femmes. Pas toutes les femmes, en tous les cas, celles qui avaient des douleurs intenses aux règles. Un, parce que c'est mensuel
et que ce n'est pas chronique tous les jours, selon la définition de la douleur chronique, mais c'est une forme de chronicité. Et parce que ça paraissait peut-être naturel. Par contre, les femmes qui avaient des douleurs chroniques pelviennes, oui, elles étaient intégrées à ces chiffres, mais pas celles qui avaient des douleurs régulières de règles et qui peuvent totalement être considérées, de mon point de vue, comme des douleurs chroniques et à prendre en charge complètement dans un domaine de douleurs chroniques. Super. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Mais je vous en prie. J'espère que j'ai Donc, répondu aux questions. tout à fait. Donc, moi, je ne les ai pas vues, les questions. Hein, donc, c'était endométriose. Est-ce qu'on peut en finir avec la douleur? Oui, c'est possible, tout à fait. Et vous avez parfaitement répondu à toutes nos questions. C'était super. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Je vous en prie, c'était avec grand plaisir. C'était très agréable. Moi aussi, c'était très agréable pour moi aussi. À bientôt, j'espère. Belle soirée et je vous enverrai le petit lien pour le replay pour le revisionner. Avec plaisir. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir.